Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur TV7 dans votre émission Top Rugby, le 19h Sport, comme chaque lundi soir. Nous allons bien sûr revenir sur la défaite de l'UBB face à Clermont. Avec nous, Mathieu Delzovo. Bonsoir Mathieu. Bonsoir Dorian. Et notre invité, il s'agit de l'ancien joueur de l'UBB, Jean-Baptiste Dubié. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir à vous deux. Jean-Baptiste, de retour en France, maintenant après une petite escapade en Australie. Déjà, qu'est-ce que ça vous fait de revenir sur ce plateau? Pas en tant que joueur, mais là en tant qu'ancien joueur et membre. Je suis très content, je vois que ça n'a pas changé, qu'elle est juste la disposition. Il y a un peu plus de budget, il y a du bois. Non, franchement, c'est pas mal. Ça... C'est du bois des Landes. Hein. Bois des Landes, c'est du père, je l'ai senti direct. Il n'y a rien qu'à changer au moins sur ce plateau. On va bien sûr revenir sur cette défaite de l'UBB, on va débriefer ça avec vous, avec le résumé, Mathieu, de ce match entre Clermont et Bordeaux-Bègles. Où Lyon Bordeaux-Bègles était attendu évidemment du côté du stade Michelin parce que les Clermontois restaient sur une déconvenue. Donc grosse ambiance, superbe temps pour jouer au rugby. Et on va voir que les Clermontois vont tout de suite prendre les joueurs de l'UBB à la gorge avec un essai de Jurand à la première minute sur le coup d'envoi, une petite faute et ça va être payé cash par l'Union Bordeaux-Bègles. Il va y avoir un deuxième essai de Fouissac, 12-3 après un quart d'heure. Jean-Baptiste, c'est vrai quand on encaisse, je parle à l'ancien joueur bien sûr, mais quand on encaisse un essai d'entrée dès la première minute, dur après pour la confiance, pour rentrer dans le match. Oui, surtout qu'en plus, je pense qu'on était, que les joueurs étaient prêts et savaient à quoi s'attendre, parce que c'est aussi dans l'ADN de Christophe Furios et de son staff qu'on connaît bien, que de faire des grosses entames. Et encore plus dans un stade rempli. Je pense qu'ils avaient vraiment ils avaient coché ce match avant la trêve. Connaissant un peu leur staff, je pense que là c'était le premier quart d'heure, les 20 premières minutes étaient ciblés et c'est vrai que ça leur a réussi. Derrière on a couru après le score, quoi. Effectivement, on a couru derrière le score tout au long de la rencontre. Vous voyez les essais qui s'enchaînent. On va se retrouver avec 3 essais encaissés à la mi-temps, 17-6, un carton jaune contre Van Rensburg, une première mi-temps à oublier. On a vu pas mal d'erreurs des ballons tombés, des erreurs de placement en défense aussi, ce qui a entraîné notamment l'essai de Fouissac. C'est quoi? C'est le manque d'automatisme. On en parlait avec Pablo Huberti. C'est vrai que quand il y a beaucoup de joueurs absents, des titulaires en puissance qui sont avec l'équipe de France, il y a toujours ces problèmes d'automatisme, ces petits réglages qui coûtent cher. Oui, forcément, même s'ils sont préparés et Pablo est capable de jouer sur les deux postes. Forcément, il y a une petite période de transition, mais il avait joué le week-end d'avant aussi. Je pense plus à Joey Carberry qui reprenait son match et sa saison, parce qu'il avait joué quelques minutes à Lyon. Donc forcément, c'est à prendre en compte. Après, je pense qu'on a été pris d'entrée un peu à la gorge et derrière, ces 2 essais coup sur coup ont été un peu compliqués, même si derrière, sur la fin de match, on montre quand même un beau visage et on va chercher ce point à l'arracher. Donc c'était quand même hyper important, notamment pour la suite, quoi. Effectivement, on va voir que là, on va avoir les nouveaux essais donc inscrits par les Clermontois qui ont marqué 5 essais en tout. Et c'est là que c'est intéressant aussi, effectivement, Jean-Baptiste, c'est quand on est au fond du saut, parce qu'on était quand même à 32-13, à un quart d'heure de la fin de la rencontre. Il faut avoir les ressources mentales pour aller chercher à travers les 2 essais qu'on va voir de Lamotte et de Mathieu. On reparlera de Mathieu après. Il faut avoir une force de caractère quand même. C'est vraiment le point essentiel à retenir de cette rencontre finalement. Oui, je pense qu'après, on a les joueurs qu'il faut, on a le caractère qu'il faut. Les mecs qui sont rentrés ont aussi beaucoup impulsé. C'était important. On ne reconnaissait pas trop notre équipe sur la première mi-temps avec ses petites erreurs, comme tu l'as dit, avec ses manques d'automatisme. Je pense qu'avec cet essai de Thémo sur la fin, je ne sais plus à quel moment du match, mais c'est assez important. Je crois que c'est sur les 3 dernières minutes ou 5 dernières minutes. 80e, ouais. 80e, donc ça prouve quand même une force de caractère, mais c'est maintenant, ça fait partie de nos standards et puis on n'est pas premier à la fin de ce bloc pour rien non plus, quoi. Et meilleure attaque, un mot quand même sur Mathieu parce qu'il enchaîne les essais, on en parlait en antenne ensemble, 4 essais en quelques matchs seulement, et surtout des qualités pour un troisième ligne digne d'un 3/4, enfin il a des cannes, on voit dans sa course sur cet essai que à 30 mètres, il est difficile à rattraper. Ouais, c'est un mec hyper athlétique, c'est vrai que souvent quand on voit les basketteurs courir qui sont assez grands, on se dit mais non, mais il est impossible de courir 50 mètres comme ça, mais la preuve que oui. Et qu'il a marqué 4 essais depuis ce début de saison avec du temps de jeu, il grappille. Moi, ce qui m'impressionne, c'est sa capacité à s'adapter dans notre système de jeu. Il est arrivé cette année, c'est vrai que c'est assez intéressant de le voir évoluer. Et puis on est très content quand même d'avoir un joueur comme ça et de récupérer un joueur comme ça dans notre effectif.
Une défaite donc 32-27, mais le bonus dans la poche tout de même pour l'UBB. Justement, on va écouter la réaction de Maxime Lamotte, le talonneur de l'UBB. Il était au micro de nos confrères de Canal+. Ce soir, on va retenir le positif, donc c'est-à-dire le point de bonus défensif, et on arrive à leur enlever le point de bonus offensif à la fin. On savait que Clermont à domicile, c'était un très très gros morceau et que ça allait être très difficile. On s'attendait à une grosse entame de jeu et ils ont été très bons pendant la première mi-temps. Ce qui est bien, c'est le caractère de l'équipe et de pouvoir revenir en seconde période à la fin et chercher ce point de bonus. Maxime Lamotte qui malheureusement n'est pas convoqué avec le 15 de France pour préparer le match face au Japon. On va regarder les résultats, le classement et la prochaine journée de Top 14 avec notamment beaucoup de victoires à domicile, notamment celle de Bayonne face au Stade Toulousain, celle de La Rochelle face au Stade Français Paris. Seule la section paloise de nos clubs de Nouvelle-Aquitaine a perdu face au Racing 92 33-23. Au classement, c'est Toulouse qui est devant grâce à son bonus récolté à Jean Daugé qui est devant. Bordeaux-Bègles est deuxième avec 29 points, La Rochelle 3, quatrième Bayonne et Pau est 12e, c'est Vannes qui ferme la marche. Prochaine journée, ce sera le 23 novembre avec la tournée qui débute pour le 15 de France et l'UBB ira du côté de Vannes. Jean-Baptiste, qu'est-ce qu'on peut dire un peu de ces résultats qu'on a pu voir aujourd'hui? On a senti que c'était pas des grands matchs cette 9e journée, on a senti que peut-être les joueurs physiquement ça commençait à être dur, même mentalement. C'est vrai qu'on dit que les équipes ont fait 9 matchs de suite, mais il faut se rappeler qu'il y a aussi une préparation estivale. Vous qui avez connu ça, qu'est-ce qu'on se dit à ce moment-là avant cette tournée d'automne? Mais forcément, c'est jouer 9 matchs d'affilée. En plus, on compte les internationaux qui ont fait les allers-retours et qui font des semaines intenses. Voilà, ces joueurs-là sont des joueurs qui sont hyper importants dans nos effectifs, dans les effectifs de chaque équipe. Et mais forcément, quand on arrive là, on est un peu à bout de souffle et il nous tarde cette trêve de novembre des 10 jours pour ceux qui sont en trêve. Mais ceux qui ne l'ont pas l'auront plus tard. Mais bon, voilà, c'est vrai que ça s'est un peu senti... je pense dans l'ensemble de la journée, même si j'ai pas regardé tous les matchs, j'en ai vu quand même certains et c'est vrai que bon voilà, je pense que cette coupure de 10 jours va faire du bien ou de 7 jours, peu importe pour les têtes et pour les corps surtout. Vous avez connu ça, cette trêve, elle sert à quoi exactement pour les joueurs? À se régénérer mentalement surtout? Oui, mentalement, c'est important. Physiquement, avant surtout d'attaquer un gros bloc avec la Coupe d'Europe, avec la période hivernale qui va arriver, c'est des moments qui sont solides où il faut être prêt physiquement. Et mentalement, forcément, parce que, comme tu le dis, avec la pré-saison, il y en a qui ont repris déjà depuis un moment, il y en a qui ont repris plus tard et qui ont dû enchaîner avec un match amical et puis enchaîner vite sur la saison. Donc, c'est vrai que ce rythme effréné de temps en temps, là, ça fait du bien et c'est important de pouvoir couper sans trop couper parce que ça va repartir tambour battant. Baptiste, Lyon Bordeaux-Bègles, premier au classement avec le Stade Toulousain, meilleure attaque. On est au tiers du championnat déjà après 9 journées. Le bilan est plutôt positif pour ce début de saison. Oui, très positif. Alors je reprends ce que j'ai dit parce que Toulouse est passé devant avec le point de bonus. Mais on est premier au nombre d'essais marqués. Voilà, ça montre quand même l'évolution de notre équipe et le fait de créer et de marquer des essais, de concrétiser. Voilà, je pense que c'est un premier bloc qui est réussi. Faut pas quand même se cacher là derrière. C'est vrai que Toulouse a failli faire le coup à Bayonne et c'est vrai que ça aurait été encore embêtant. Mais on est là et on aurait pu aussi faire un coup à Clermont. Mais je pense que la marche était un peu trop haute sur ce match-là. Je pense qu'ils vont pouvoir souffler et revoir leur match et après se préparer pour le deuxième bloc. Mais c'est vraiment hyper satisfaisant de sortir deuxième à un point du premier sur ce bloc-là, quoi. Alors avant d'en savoir un peu plus sur vos nouvelles missions, et elles sont nombreuses au sein de l'Union Bordeaux-Bègles, fidèle du club, comme l'a dit Dorian, vous êtes parti pendant un an en Australie, c'était d'abord un projet personnel, il y avait un projet sportif ou pro derrière aussi? Non, c'était personnel, donc j'englobe dans le personnel aussi ma conjointe, mon épouse qui était avec moi forcément, que j'ai pris dans les bagages. Mais c'est vrai que j'ai toujours... J'avais en tête de pouvoir vivre une expérience à l'étranger que j'ai jamais pu faire déjà depuis des années. Et pourquoi l'Australie alors et pas la Nouvelle-Zélande ou l'Afrique du Sud? Et parce que l'Australie est un pays qui m'attirait. J'avais pas mal de copains, j'avais beaucoup sympathisé avec des Australiens que j'ai croisés dans ma carrière. Donc je savais qu'il y faisait bon vivre et que enchaîner ma fin de contrat en novembre, j'enchaînais aussi par le début
d'une saison là-bas en Australie. Donc voilà, j'avais quand même envie de vivre le fait d'être un étranger dans une équipe. Donc j'avais pas de club, je suis allé jouer en amateur. Et j'ai vécu voilà, une expérience hyper intéressante. Je pensais pas vivre autant d'émotions et dans une période de transition, notamment dans l'arrêt du rugby en tant que joueur, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à tourner la page et c'était vraiment une super expérience. Ouais. Vous avez pu comparer voilà, entre la France et l'Australie sur le rugby. Est-ce que vous avez vu de la différence sur les entraînements, la préparation, le fonctionnement? Le fonctionnement il est très différent parce que le rugby à 15 australien est dans le mal réellement. Il est malade en ce moment. C'est vraiment pour avoir échangé avec et puis vu de mes propres yeux comment ça se passait là-bas. C'est vrai que les stades sont vides. Il y a 5 équipes en Australie qui représentent le haut niveau par système de province et puis ils vont couper à 4 et peut-être à 3 pour jouer le Super Rugby et donc il y a quand même beaucoup de licenciés qui aiment jouer au rugby à 15 donc ça fait beaucoup moins de places de libre et à partir de là où on n'est pas retenu dans une équipe ou dans une province pro, on va jouer dans un circuit qui est amateur et c'est là où ça coince parce qu'il y a quand même de très bons joueurs et ces très bons joueurs là ils sont obligés d'avoir une autre activité parce qu'ils ne sont pas rémunérés par le rugby. Alors que si on regarde, ça fait comme si c'était la 2e division. Et c'est là où c'était là où j'ai évolué pendant quelques temps. Et c'est vrai que voilà, j'ai trouvé le système qui était en danger par rapport au rugby mondial, par rapport à cette nation qui est une nation du rugby quand même qui est ultra connue, ultra reconnue. C'est vrai que c'était assez triste entre guillemets à voir. Quand à côté, il y a le rugby à 13 qui explose, il y a le footy australien qui est monstrueux, où ils remplissent les stades. C'est vrai qu'il y avait des exemples où le 15 et le 13 jouent dans le même stade, mais quand c'est le 15, il y a 30% du stade qui est rempli. Quand c'est le 13, il n'y a plus de place. Quoi. Donc c'est assez triste à voir. C'est la même chose avec la sélection australienne, parce qu'on le voit en Afrique du Sud que les provinces, il n'y a pas grand monde dans les stades, vous avez vécu vous, ça en Coupe d'Europe, mais quand c'est la sélection, c'est rempli. Est-ce que c'est la même chose en Australie aussi? Oui, parce que ils sont quand même voilà, l'identité, le rugby, le sport en général en Australie est quand même omniprésent. Quand l'Australie va jouer pendant le Four Nations ou pendant des test matchs, là il va y avoir une tournée des Lions en 2025, des Lions britanniques, donc ça va être ils vont vouloir le faire au MCG c'est le stade de Melbourne qui fait 100 000 personnes, ils vont essayer de faire un match là-bas, je pense qu'ils vont le remplir. Mais c'est plus voilà, sur les championnats clubs où c'est un peu plus compliqué, où ils ont un peu plus de mal à remplir. Et c'est vrai qu'à l'entrée, ils distribuaient des places. Quoi. Donc c'est assez dingue quand tu vas voir les Waratahs contre les Crusaders ou contre les Chiefs. Voilà, c'est des affiches quand même. C'est des belles affiches quand tu aimes le rugby et que tu connais un petit peu ou que tu suis un peu, même sans connaître trop le rugby d'hémisphère sud. C'est des matchs qui ont franchement noté dans l'histoire. Et c'est vrai que là, c'était un peu compliqué à regarder. Bon, retour à Bordeaux, vous avez revêtu voilà. la tunique de l'Union Bordeaux-Bègles, donc vous êtes officiellement salarié du club. Quelles sont vos missions, notamment auprès des jeunes, la détection, pour résumer, et le lien avec les clubs locaux, si je résume? Ouais, voilà, j'ai une mission dans le recrutement de la partie jeune, dans la cellule de recrutement, donc ça va des minimes moins de 13 jusqu'aux espoirs, et donc travailler en relation avec chaque représentant de chaque équipe. Donc il y a une cellule de recrutement qui est mise en place et travailler sur le plan de succession, sur nos jeunes joueurs qu'on a chez nous et sur leur évolution. Et puis après, voilà, sur notre environnement et notre bassin pour que nos meilleurs joueurs de notre bassin viennent jouer à l'UBB et puissent un jour porter le maillot de l'UBB. Un bassin assez large, hein, parce qu'on va jusqu'au sud des Landes, même un peu au-delà. Sud des Landes, quand même, on va pas se faire d'ennemis, on va jusqu'au nord des Landes, on va dire. D'accord, à la frontière. Non, on va pas les piquer les Montois, non, mais non, je plaisante, mais bien sûr, après, c'est le club attractif de notre région. Après, évidemment qu'on a la chance d'avoir un bassin avec de très très bons jeunes joueurs qui font du rugby, mais aussi qui font du basket et qui peuvent venir du basket et jouer au rugby, comme l'exemple de Thémo, Mathieu. Mais vous allez voir aussi les matchs de basket, alors c'est ça que... j'ai des antennes un peu. Et justement, il y a beaucoup de clubs en Nouvelle-Aquitaine.
Voilà, on parle de pas trop aller dans les Landes parce qu'il y a Mont-de-Marsan, Dax, ou encore plus bas avec le Pays Basque, le Béarn, le Lot-et-Garonne avec Agen, de la Charente en haut. Ça réduit un peu la zone tout de même par rapport à d'autres clubs comme à Toulon ou sur Paris ou à Lyon où la zone est un peu plus grande parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs de rugby professionnels. Oui, après, on est quand même une région très rugby, donc c'est vrai que ça reste ancré. Et quand on regarde sur la carte de la France, les clubs pro du sud-ouest, quand même, sont hyper représentés. Ça prouve aussi qu'il y a un vivier, ça prouve aussi qu'il y a une formation qui est réputée. Donc, la limite, sur une question géographique, peut-être. Après, sur une question de potentiel, moi, je trouve que non, parce qu'on a quand même des bons jeunes joueurs. Et on n'a pas besoin de partir trop loin non plus pour aller récupérer. Alors, il se peut que des fois, il y ait des manques à certains postes sur certaines générations parce que c'est assez générationnel. Mais quand même, on est plutôt bien lotis dans notre région, quoi. Et dans notre département. Il y a du réservoir, effectivement. Un dernier mot avant de passer à l'instant UBB, on va ouvrir la boîte à souvenirs avec Jean-Baptiste Dibier. Aïe. Ça n'a pas été trop dur quand même d'arrêter la carrière, enfin de la petite mort du sportif, on le sait. Enfin, en Australie, mais là, quand tu vois les matchs... Ouais, ça reste une période qui n'est pas simple à gérer, franchement. Même si j'ai cette chance-là d'avoir cette transition qui s'est super bien passée. Et je remercie encore Laurent Marty et Yannick Bru, avec qui voilà, j'ai pu préparer cet après, où j'ai eu cette opportunité et que j'ai saisi évidemment à bras ouverts. Mais malgré tout, la transition reste pas simple à gérer. Pour tout sportif, je pense que voilà, on a toujours envie de jouer au rugby. Si je croise le père Roumat qui peut plus arquer, il va me dire qu'il a encore envie de jouer au rugby. Donc, mais c'est pour les pros, les anciens pros, même les amateurs, ça reste toujours quelque chose de... La passion est toujours là. La passion est toujours là. Après, c'est vrai qu'on est tellement dans des bonnes conditions quand on est joueur pro, et notamment dans des grands clubs. La transition, oui, il faut l'anticiper un petit peu, mais je pense que j'élèverai la voix aussi pour sensibiliser nos jeunes, puis nos moins jeunes, que cette période-là, elle n'est pas simple à gérer. Donc je pense que c'est important qu'il y ait des témoignages aussi d'anciens joueurs et je ferai en sorte que ça, de pouvoir préparer au mieux, parce que je pense qu'on n'est jamais réellement prêt à cette phase-là, quoi. Juste avant de faire l'instant UBB, quelques infos, Mathieu, avec notamment la billetterie qui est ouverte pour la Coupe d'Europe. Exactement, on a même les affiches que nous a envoyées Sébastien Cailly, qu'on salue au passage. Donc billetterie ouverte pour UBB Leicester dimanche 8 décembre. Attention, il y a déjà beaucoup de places qui sont parties, mais aussi pour l'avenue des Sharks le dimanche 19 janvier. Donc Leicester se remplit très bien et on devrait donc avoir l'ouverture de la billetterie pour le top 14 du UBB Montpellier. Prochain match à Chamois qui sera le samedi 30. Billetterie normalement ouverte durant la semaine. Durant la semaine, donc rendez-vous sur les réseaux de l'UBB. Tout de suite, c'est l'instant UBB. L'instant UBB, c'est bien sûr pour mieux connaître les joueurs, anciens joueurs, tous ceux qui passent par le club de l'UBB, pour mieux connaître vous, les supporters qui regardez cette émission. Jean-Baptiste, c'est 9 ans à l'UBB. On garde quel meilleur souvenir de ce long passage? Il y a dû en avoir tellement, je Ouais, c'est difficile. Et le premier qui revient là. Le premier qui revient, le premier qui revient, c'est plus. Alors, c'est pas quelque chose qui aura marqué forcément l'histoire de notre club, mais c'est une victoire à l'extérieur en Ulster en Champions Cup, parce que on était sur une période assez difficile. C'est dans les années. Oui, il faut remonter. Ça remonte un peu, mais on était dans une période assez difficile où ça gagnait un peu moins, où on était dans le dur, même en interne. Et c'est vrai qu'on était allé gagner pour la première fois à l'extérieur en Ulster, en Champions Cup. On était encore nouveau dans la Champions Cup. Et puis je gardais très bons souvenirs parce qu'il y avait Romain Lonca, parce qu'il y avait des mecs comme ça. On avait une équipe un peu remaniée, on était allé le faire au caractère. Comme ça, sans trop réfléchir, je pense à celui-là, mais c'est vrai qu'il y en a plein, quoi. Et peut-être le match le plus tendu, le plus difficile, celui où il y avait le plus de pression, de tension, Scanner et... Le plus difficile, ça avait été, alors à titre perso, c'est quand on a joué en Coupe d'Europe, là, en Challenge Cup, on a fait la prolongation contre Bristol à Bristol. Mm-hmm. Et c'est assez difficile parce qu'on l'a perdu à la prolongation et qu'en plus de ça, c'était en période de déconfinement où il y avait, le stade était vide et que ça faisait partie de nos premières, où c'était peut-être la première demi-finale qu'on jouait. Donc ça, c'était, voilà, ça reste quand même un souvenir important, mais c'était une demi difficile, encore plus quand tu as Semi Radradra en face de toi.
le stade le plus beau que vous ayez joué? Ça peut être Chaban-Delmas aussi. Mais forcément, mais je vais pas faire le mec, mais Chaban rempli, pour Même moi. des années après, JB, ça reste quand même. Ouais, c'est incroyable. Là, et en l'émotion, plus, la vibration. avec ce qu'on vit là, en plus, on enchaîne les matchs remplis, les stades remplis. C'est vrai que ça reste quand même. Le stade, il est beau parce que maintenant, le fait de le connaître encore plus. De fond en comble, on y a passé du temps, on a vécu plein de choses. Et moi, à titre individuel, ben oui, je pensais pas trouver mieux que le stade André-Guy Boniface, mais bon, j'ai Qui a été refait d'ailleurs. Oui. qui a été refait, qui est très beau, mais le stade Chaban avec le public et quand tu rentres juste à la mi-temps et qu'ils mettent les lumières, moi, c'est des images qui restent aggravées. Il y a un moment de JB qui est à la buvette au stade Boniface. Je le dis, voilà. Si vous Toujours. allez N'hésitez pas à à Marsan, à Opéra, un verre. Tu en as croisé des joueurs. Hein. On se rappelle qu'au début, donc, il y avait encore les préfabriqués à Moga, avant le Seva Campus. On a connu ça tous les deux. Quel est le joueur le plus fantasque que tu as pu croiser au club? Il y en a eu, hein? Ouais, il y en a eu. Nance du coin, réponse interdite. Hein, parce que, oui, non, Nance du coin, bon, le sort, si on pourrait le mettre dans toutes les réponses. Oui, c'est pour ça. C'est peut-être. c'est pour ça, ouais. Mais. Hormis Nance du coin, ouais. Le plus fantasque, hein, attention. Hein. Bon, il y en a eu, mais. Met Taleboula était un joueur quand même qui a marqué le club et qui faisait partie de ces joueurs fantasques. Même quand je suis arrivé en 2015, il commençait à être un peu usé, mais il en avait encore sous la pédale. Et c'est vrai que c'était un joueur qui a été quand même incroyable et fantasque. Je pense que ça le correspond bien. Ouais. Celui qui t'a le plus impressionné, physiquement peut-être? Semi Radradra. Ouais, Semi Radradra qui était un monstre de puissance. Puis aussi quand même... sous cet aspect de gars assez fermé, tout ça, qui était très ouvert avec tous les joueurs qui s'entendaient très bien. Et puis, il y a quelques sketchs, avec une on avait réussi à les faire quelques sketchs. C'est vrai. Mais avec une connaissance du rugby aussi, qui était assez impressionnante. C'est pour ça qu'il a une belle carrière aussi, quoi. Une petite dernière question. Est-ce que si on devait faire un coup de projecteur sur la jeunesse, l'avenir, quel joueur on devrait surveiller pour les prochains mois, saisons à venir à l'UBB? Tu veux dire dans l'effectif aujourd'hui? Effectif ou... On a parlé de Thémo, ouais. Mathieu, voilà, qui est impressionnant, voilà, qui a une vingtaine d'années. C'est vrai que ça fait partie des joueurs que peut-être que Bordeaux ne connaissait pas parce qu'il évolue à Biarritz et que le top 14 ne connaissait pas puisqu'il ne se pensait pas qu'il puisse avoir une telle transition assez rapide. Après, c'est vrai qu'on a de très bons jeunes joueurs qui maintenant se sont installés quand même dans notre effectif, mais je pense que voilà, si un à suivre, il faudrait mettre Témoin, ouais, je pense que ça serait sympa. Et bien, rendez-vous face à Vannes pour le prochain match. Merci Jean-Baptiste Dubié d'avoir été avec nous sur ce plateau, et nous on va continuer à parler de l'actualité rugby dans quelques instants sur TV7. À tout de suite.